Les humains sont indéniablement fragiles, mais certains individus possèdent une capacité extraordinaire à survivre contre toute attente. On pourrait presque croire que le destin favorise ceux qui parviennent à surmonter les situations les plus impossibles. Du seul survivant d'une éruption volcanique au véritable Robinson Crusoe, voici 20 histoires incroyables de personnes ayant survécu à l'impossible. Numéro 20. Le seul survivant d'une éruption volcanique. Ludger Silberus est un homme qui a survécu à une catastrophe inimaginable grâce au pur hasard et à une chance inouïe. Son histoire commence en 1902 dans la ville animée de Saint-Pierre, sur l'île de la Martinique. Les habitants de la ville vivaient sous la menace constante de la montagne Pelée, un volcan qui montrait récemment des signes inquiétants d'activité. Malgré les secousses croissantes et la fumée qui s'échappait du cratère, la vie à Saint-Pierre suivait son cours, sans que la population ne se doute de l'imminence du désastre. Pendant ce temps, Ludger Silberus se retrouvait dans une situation difficile. À la suite d'une altercation, il fut arrêté et placé en cellule d'isolement, dans une petite prison souterraine. Bien que cela ait pu sembler être un cauchemar à ce moment-là, cette cellule allait finalement lui sauver la vie. Le 8 mai 1902, la montagne Pelée entra en éruption avec une force dévastatrice, libérant une coulée pyroclastique brûlante qui anéantit tout sur son passage. En quelques minutes, Saint-Pierre, qui comptait près de 30 000 habitants, fut réduite à un paysage de cendres et de flammes, sans aucun survivant apparent. La ville entière avait été consumée par l'éruption. Miraculeusement, Ludger Silberus, bien que grièvement brûlé, survécut à cette apocalypse volcanique. Les murs épais de sa cellule, qui représentaient une punition quelques jours plus tôt, le protégèrent de la lave mortelle et de la chaleur infernale qui ravagèrent la ville. Malgré son emprisonnement, Ludger devint le seul survivant connu de cette tragédie. Il est stupéfiant de penser que sur plus de 30 000 personnes, un seul homme en est sorti vivant. Numéro 19. Le véritable Robinson Crusoe. Vous avez peut-être entendu ou lu l'histoire de Robinson Crusoe dans votre enfance, ce récit d'un homme échoué à plusieurs reprises, mais qui parvient toujours à s'en sortir. Mais saviez-vous que ce récit fictif s'inspire d'une histoire vraie, celle d'Alexander Selkirk? L'aventure débuta en 1704, lorsque Selkirk, un marin écossais, embarqua à bord du Cinque-Ports. Il fut rapidement convaincu que le navire ne tiendrait pas longtemps en mer. Prenant les choses en main, il prit la décision audacieuse de se laisser volontairement abandonner sur les îles Juan Fernandez, au large des côtes du Chili. Pendant 4 ans et 4 mois, Alexander Selkirk vécut dans une solitude totale sur cette île isolée. Sans aucun autre être humain à ses côtés, il fit des chèvres sauvages, ses compagnons. Il utilisa les ressources naturelles pour survivre, confectionnant des vêtements à partir de peaux de chèvre et passant beaucoup de temps à lire sa Bible. Au fil du temps, il devint un chasseur expérimenté et réussit même à apprivoiser certains chats sauvages de l'île afin de lutter contre l'invasion de rats. En 1709, l'isolement de Selkirk prit fin lorsqu'il aperçut un navire au loin. Grâce à un point de vue élevé, il parvint à attirer l'attention de l'équipage de passage et fut enfin secouru. À son retour à la civilisation, son histoire extraordinaire se répandit rapidement et inspira le célèbre roman Robinson Crusoe. Numéro 18. Survivre au continent antarctique. Au début du XXe siècle, l'Antarctique restait l'un des derniers territoires inexplorés de la planète. Sir Douglas Mawson était l'un des explorateurs intrépides qui osèrent s'aventurer dans cette étendue glaciale. En 1912, Mawson dirigea une expédition antarctique australasienne qui se déroula sans incident majeur jusqu'à ce qu'un drame survienne lors d'un périple loin de leur base principale. 2 de ses compagnons, Belgrave Ninis et Xavier Mertz, périrent tragiquement, laissant Mawson seul face à l'un des environnements les plus hostiles de la Terre. Pour aggraver la situation, la majeure partie de leurs provisions et de leurs chiens de traîneau fut perdue dans une chute, le laissant avec des ressources minimes. Désormais seul, Mawson devait parcourir plus de 160 kilomètres pour regagner son camp de base, avec des rations et un équipement limité. Il endura une solitude extrême, des gelures et une faim terrible. Par moments, il était si épuisé et dénutri qu'il s'effondrait dans la neige, avant de rassembler ses dernières forces pour se relever et poursuivre son chemin. Ingénieusement,
Il fabriqua des raquettes de fortune avec des morceaux de traîneau pour l'aider à avancer sur le terrain traître. Grâce à une détermination sans faille, Mawson finit par atteindre son camp de base. Mais à son arrivée, il vit avec horreur son navire de secours quitter l'Antarctique. Il semblait que la chance l'avait abandonné, mais heureusement, l'équipage du bateau aperçut son signal de détresse et fit demi-tour pour le secourir à la dernière minute. Après avoir survécu à d'innombrables épreuves en Antarctique, Mawson put finalement rentrer chez lui. Numéro 17. Un voyage au péril de la mort. Jusqu'où iriez-vous pour retourner dans votre pays natal? L'histoire de Yahya Abdi pourrait vous laisser sans voix. Yahya Abdi était un immigrant somalien de 15 ans vivant à Santa Clara, en Californie. Cependant, son mal du pays intense et son désir ardent de retrouver sa mère, qu'il n'avait pas vue depuis des années, l'ont poussé à prendre un risque inimaginable. Le 20 avril 2014, Abdi a escaladé la clôture de l'aéroport international de San José. Évitant la sécurité, il s'est introduit dans le puits du train d'atterrissage d'un Boeing 767 à destination de Maui, à Hawaï. Lorsque l'avion a décollé, Abdi, caché dans le train d'atterrissage, a affronté des températures glaciales, un niveau d'oxygène dangereusement bas et les dangers extrêmes d'un passager clandestin. Miraculeusement, lorsque l'avion a atterri à Maui 5h30 plus tard, Abdi est sorti du puits du train d'atterrissage, hébété mais bien vivant. Les experts médicaux ont été stupéfaits par sa survie. Les conditions extrêmes auraient dû lui être fatales. Peut-être que son désir écrasant de fuir et de retrouver son véritable foyer l'a poussé à endurer et à survivre à ce voyage incroyable. Numéro 16. Survivre dans le Pacifique en 1943. En 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale, Louis Zamperini et Russell Phillips survolaient le Pacifique à bord de leur avion, le Green Hornet. Cependant, le drame a frappé lorsque leur avion s'est écrasé dans l'océan. Au lieu d'un sauvetage rapide, Zamperini et Phillips se sont retrouvés à la dérive dans des eaux infestées de requins, survivant en pleine mer pendant plus d'un mois. Pendant 47 jours, ils ont dérivé, affrontant la faim, la soif et la déshydratation, tout en étant exposés aux dangers constants de la guerre. L'immensité de l'océan semblait sans fin, et leur calvaire paraissait désespéré. Après des semaines de dérive, ils ont finalement atteint la terre ferme, mais leur soulagement fut de courte durée. Capturés par les Japonais, ils ont été soumis à des traitements brutaux dans des camps de prisonniers de guerre. Les conditions inhumaines qu'ils ont endurées auraient moyen brisé la plupart des hommes, mais Zamperini et Phillips ont fait preuve d'une résilience extraordinaire. Malgré les horreurs traversées, ils étaient reconnaissants d'avoir partagé ce voyage éprouvant ensemble. Numéro 15. Une chute de 10 000 mètres. En 1972, Vesna Vulović, une hôtesse de l'Air yougoslave, se trouvait à bord du vol JAT 367, reliant Stockholm à Belgrade. Cependant, le voyage a pris une tournure tragique lorsqu'une explosion a provoqué la désintégration de l'avion à une altitude de 10 000 mètres. Étant donné la violence de l'explosion et l'altitude à laquelle elle s'est produite, il semblait impossible que quiconque puisse survivre. Pourtant, contre toute attente, Vesna l'a fait. Elle a chuté au sol à l'intérieur d'une section de la carcasse de l'avion qui s'est écrasée sur une colline enneigée. La neige a amorti l'impact, réduisant la violence du choc. Lorsque les secouristes sont arrivés sur les lieux, ne s'attendant à trouver aucun survivant, ils ont été stupéfaits de découvrir Vesna en vie. Elle avait subi une fracture du crâne, 2 jambes cassées et 3 vertèbres brisées, ce qui l'a temporairement paralysée de la taille aux pieds. Malgré ses blessures graves, Vesna a non seulement survécu à la chute, mais elle a également réussi à se rétablir presque complètement. Numéro 14. À 8800 km de chez lui. Fin 2012, Salvador Alvarenga, un pêcheur originaire du Salvador, a vécu une aventure digne d'un film de survie. Parti pour une expédition de pêche au large des côtes du Mexique avec son compagnon Ézéchiel, il a été surpris par une tempête soudaine. La tempête les a laissés échouer dans l'immensité de l'océan Pacifique, avec seulement un petit bateau et des provisions limitées. Pour survivre, ils ont pêché à main nue, récupéré l'eau de pluie pour boire et se sont nourris de tortues et d'oiseaux marins lorsqu'ils pouvaient les attraper. Malgré leurs efforts, la situation était critique et la survie semblait incertaine.
Tragiquement, Ézéchiel a perdu la vie après quelques mois, laissant Salvador seul en pleine mer. Mais il n'a pas abandonné. Après plus d'un an à la dérive, en janvier 2014, son embarcation s'est finalement échouée sur un atoll isolé des îles Marshall, à 8800 km de son point de départ. Pour mettre cela en perspective, c'est comme voyager des États-Unis jusqu'en Belgique. Lorsqu'il a été retrouvé, Salvador était extrêmement affaibli, déshydraté et amaigri. Numéro 13. 40 jours dans la jungle amazonienne. Pourriez-vous survivre 40 jours dans la jungle amazonienne? La plupart d'entre nous n'en auraient aucune chance. Pourtant, contre toute attente, 3 jeunes frères et sœurs ont réussi cet exploit. Leslie, âgée de 13 ans, Solène, 9 ans, et Noriel, seulement 4 ans, se sont perdus dans l'Amazonie après le crash de leur avion. Au début, ils ont survécu grâce aux provisions laissées sur le site du crash. Mais une fois la nourriture épuisée, ils ont dû affronter la vaste et dangereuse forêt amazonienne. Leur origine indigène et leur connaissance approfondie de la forêt ont joué un rôle crucial dans leur survie. Les experts estiment que leur éducation leur a permis d'acquérir les compétences essentielles pour survivre dans un environnement aussi hostile. Alors que la plupart des jeunes enfants n'auraient donc pas pu se débrouiller seuls dans la nature, ces frères et sœurs ont utilisé leurs compétences pour augmenter leurs chances de survie. Contre toute attente, après 40 jours éprouvants, les secours ont retrouvé les 3 enfants, affaiblis mais bel et bien vivants. Numéro 12. Une chute de 3 km du ciel. L'une des histoires de survie les plus incroyables est celle de la docteure, Juliane Diller, autrefois connue sous le nom de Juliane Köpke. En 1971, alors qu'elle n'avait que 17 ans, Juliane a vécu une épreuve inimaginable. Elle et sa mère avaient pris place à bord du vol, Lanza 508, quittant Lima en direction de Pucallpa, au Pérou, pour passer Noël avec son père. Ce vol de dernière minute s'est révélé être une décision tragique. En plein vol, l'avion s'est désintégré dans le ciel et Juliane, toujours attachée à son siège, est tombée d'une hauteur de près de 3 km. Miraculeusement, la dense canopée des arbres en contrebas a amorti sa chute, lui permettant de survivre. Lorsqu'elle a repris connaissance, elle s'est retrouvée seule au cœur de la vaste forêt amazonienne. Heureusement, ayant grandi avec des parents zoologistes allemands, elle possédait des connaissances en technique de survie. Elle s'est appuyée sur leur enseignement pour naviguer dans cette nature hostile. Pendant 10 jours douloureux, elle a survécu en buvant de l'eau de pluie et en trouvant quelques maigres ressources alimentaires. Finalement, elle a découvert un bateau et un abri de fortune. Elle y a attendu jusqu'à ce qu'elle soit enfin secourue. Bien que sa mère n'ait pas survécu au crash, Juliane est devenue une scientifique respectée et est retournée en Amazonie pour poursuivre l'héritage de ses parents. Numéro 11. Survivre aux bombes atomiques. Le XXe siècle a connu de nombreux événements marquants, mais peu ont été aussi dévastateurs que les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Subir l'un de ces bombardements aurait été fatal pour la plupart des gens. Pourtant, un homme, Tsutomu Yamaguchi, a miraculeusement survécu aux deux. En août 1945, Yamaguchi terminait un voyage d'affaires à Hiroshima pour le compte de son employeur, Mitsubishi Heavy Industries. Le matin du 6 août, alors qu'il s'apprêtait à quitter la ville, un éclair aveuglant a illuminé le ciel. C'était l'instant où Little Boy, la bombe atomique, fut larguée sur Hiroshima. Bien qu'il se trouvât à environ 3 km de l'épicentre, l'explosion l'a projeté au sol et lui a causé de graves brûlures. Malgré ses blessures, Yamaguchi a réussi à trouver un abri et à recevoir des soins médicaux. Après une nuit dans la ville en ruine, il a entrepris un voyage difficile pour rentrer chez lui auprès de sa famille. Son lieu de résidence? Nagasaki. À son retour à Nagasaki le 8 août, il a commencé à se rétablir et à partager les horreurs d'Hiroshima avec son employeur. Mais le 9 août, le destin a encore frappé. Un autre éclair aveuglant a déchiré le ciel, alors que Fat Man, la seconde bombe atomique, était larguée sur Nagasaki. Dans un retournement de situation presque inimaginable, Yamaguchi était devenu un double survivant de bombes atomiques. Heureusement, sa famille a été épargnée par la deuxième explosion et Yamaguchi a vécu jusqu'à l'âge de 93 ans, s'éteignant en 2010. Le sujet mystérieux du jour. Dans un petit hôpital de province, un homme nommé Thomas, plongé dans le coma depuis 19 ans,
s'est soudainement réveillé. Médecins et membres de sa famille étaient à la fois stupéfaits et ravis de sa récupération inattendue. Cependant, leur joie s'est rapidement transformée en inquiétude lorsque Thomas a commencé à parler. Son réveil après 19 ans de coma a révélé un récit troublant. Il a décrit des expériences intenses et inquiétantes qu'il prétendait avoir vécues durant son coma. Il a évoqué un monde sombre et torturé où il était piégé, incapable de se réveiller ou de communiquer. Selon lui, il n'était pas seul dans cet endroit. Il affirmait que d'autres âmes, celles de personnes plongées dans le coma, y erraient sans trouver la paix. Ces descriptions étaient si précises et troublantes que le personnel médical et sa famille étaient profondément bouleversés. L'histoire de Thomas soulève de nombreuses questions sur la frontière entre la vie et la mort. Qu'est-ce qui pourrait expliquer de telles visions durant son coma? Pourrait-elle contenir une part de vérité? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires avec le hashtag sujet mystérieux. Numéro 10. 500 jours dans une grotte. Béatrice Flamini a entrepris une expérience unique et extrêmement difficile. Elle a choisi de vivre seule dans une grotte en Espagne pendant 500 jours. Oui, vous avez bien lu, 70 mètres sous terre. Ce n'était pas seulement un défi personnel, mais aussi un projet de recherche supervisé par des scientifiques et des psychologues pour étudier les effets de l'isolement prolongé et de la vie dans un environnement souterrain. Flamini a commencé sa vie sous terre le 21 novembre 2021, totalement coupée du monde extérieur. Elle avait même donné pour consigne à son équipe de ne pas l'informer des événements majeurs, y compris ceux concernant sa famille. Pendant 1 an et demi de silence, elle s'est occupée en lisant des livres, en faisant de l'exercice, en dessinant, en peignant et en tricotant des bonnets en laine. Elle a également vécu des hallucinations auditives, son cerveau créant des sons pour combler le silence oppressant. Après environ 2 mois, elle a complètement perdu la notion du temps et croyait n'avoir passé que 160 jours sous terre lorsque son équipe est venue la récupérer. Bien que son exploit ne soit pas officiellement reconnu par le Guinness World Records, son équipe estime qu'elle a établi un record mondial du plus long séjour volontaire dans une grotte, avec 500 jours. C'est incroyable de penser à la manière dont elle a réussi à rester saine d'esprit sans aucun contact humain pendant si longtemps. Personnellement, je ne pense pas que j'aurais pu le supporter. Pourriez-vous imaginer accepter une expérience aussi extrême? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Numéro 9. Perdu dans le désert. En 1994, Mauro Prosperi, un policier italien, a relevé le défi redoutable du Marathon des Sables, l'une des courses à pied les plus éprouvantes de la planète. Ce marathon extrême s'étend sur plus de 250 km à travers le redoutable désert du Sahara, où les températures peuvent atteindre jusqu'à 49 degrés Celsius. Cependant, quelques jours seulement après le début de la course, un événement inattendu s'est produit. Une violente tempête de sable s'est abattue sur la région, laissant Prosperi désorienté et séparé du reste du groupe. Il a complètement perdu son sens de l'orientation. S'aventurant hors du parcours prévu et s'enfonçant toujours plus profondément dans l'immensité du Sahara, Mauro a dû lutter pour sa survie dans les jours qui ont suivi. Ses provisions se sont rapidement épuisées, le forçant à prendre des mesures désespérées, comme boire sa propre urine et même consommer le sang de chauve-souris trouvé dans un sanctuaire abandonné. Il a laissé des signaux et des messages dans l'espoir d'être secouru. Mais alors que les jours passaient et se transformaient en une semaine entière, l'espoir d'un sauvetage s'amenuisait. Après avoir enduré 9 jours de calvaire et parcouru plus de 290 km, Mauro a finalement croisé un groupe de nomades qui lui ont sauvé la vie. Lorsqu'ils l'ont trouvé, il avait perdu 18 kilos et était à 2 doigts de la mort. Mais contre toute attente, il a survécu. Numéro 8. Suspendu à la vie. L'histoire de Chris Gursky nous rappelle que les vacances de rêve peuvent parfois virer au cauchemar. Touriste en quête d'aventure, Gursky a décidé d'essayer le deltaplane dans les paysages spectaculaires de la Suisse. L'idée semblait parfaite jusqu'à ce que tout tourne mal. Dans un moment terrifiant, Gursky s'est rendu compte qu'il n'était pas correctement attaché au deltaplane. Alors que l'engin prenait de l'altitude, il s'est retrouvé accroché d'une main à la barre et agrippé à la jambe de l'instructeur de l'autre, suspendu à des centaines de mètres du sol.
Son incroyable force et sa détermination à s'accrocher à la vie ont été les seuls éléments qui l'ont empêché de tomber. Pendant 2 minutes et 14 secondes angoissantes, Chris a réussi à tenir bon. Pendant ce temps, l'instructeur, tout en tentant de contrôler l'engin, essayait désespérément de le ramener en sécurité. Mais la position compromise de Chris rendait cela extrêmement difficile. Malgré cette expérience terrifiante, Chris n'a pas laissé cela l'arrêter. Il a même décidé de ne pas poursuivre l'entreprise en justice et a déclaré que, malgré l'erreur, l'instructeur était un type bien. Numéro 7. Seule survivante d'un crash aérien. En 2009, le vol Yamania 626, transportant 153 passagers, s'est tragiquement écrasé dans l'océan Indien près des îles Comores. Les premiers rapports étaient accablants, le monde entier croyant qu'il n'y avait aucun survivant. Cependant, contre toute attente, il y avait une survivante. Une jeune fille de 12 ans nommée Baya Bakari. Après le crash, Baya s'est retrouvée dérivant seule dans l'immensité de l'océan, accrochée à un morceau de l'épave. Elle a passé plus de 9 heures dans l'eau, plongée dans l'obscurité et entourée par l'immensité de l'océan. Miraculeusement, un navire de passage a fini par repérer l'épave et a remarqué la silhouette fragile de Baya, agrippée de toutes ses forces. Épuisée mais vivante, elle a été secourue. Sa survie dans de telles conditions était un véritable miracle. Baya a résisté à l'épuisement et à la déshydratation, des défis que peu de personnes auraient pu surmonter. Son sauvetage reste l'une des histoires de survie les plus incroyables jamais racontées. Numéro 6. Le seul Japonais à avoir survécu au Titanic. Cette histoire met en lumière une dure réalité. Survivre à une catastrophe ne mène pas toujours à une vie paisible. Imaginez survivre à l'une des tragédies maritimes les plus célèbres de l'histoire, pour ensuite être rejeté et honteusement critiqué à votre retour chez vous. C'est l'histoire tragique de Masabumi Hosono. En 1912, Masabumi Hosono, un fonctionnaire japonais, rentrait au Japon après avoir accompli une mission officielle en Russie. Il embarqua sur le Titanic pour son voyage de retour, mais comme nous le savons tous, le navire heurta un iceberg et commença à sombrer lors de son voyage inaugural. Comme beaucoup d'autres, Hosono croyait sa mort certaine, alors que le Titanic, supposé insubmersible, s'enfonçait dans les eaux glacées. Avec un nombre limité de canaux de sauvetage, il réussit, par un mélange de désespoir et de chance, à obtenir une place sur l'un des derniers canaux, le canot de sauvetage numéro 10. On pourrait penser qu'avoir survécu à un tel événement catastrophique aurait valu à Hosono un accueil de héros à son retour au Japon, mais ce ne fut pas le cas. Au lieu de recevoir des honneurs, il fut accueilli par la honte et l'ostracisme. Beaucoup de Japonais le qualifièrent de lâche pour ne pas être allé au fond avec le navire. Les journaux le critiquèrent pour ne pas avoir cédé sa place à une femme ou un enfant. L'ironie de la situation réside dans le fait que des hommes de diverses nationalités se trouvaient également à bord de ce même canot. Pourtant, Hosono perdit son emploi et subit l'humiliation publique. Cette vision des choses était si ancrée dans la société que des décennies plus tard, lorsque son histoire était enseignée dans les écoles, l'accent était mis sur sa prétendue lâcheté plutôt que sur sa survie miraculeuse. Numéro 5. Un survivant du RMS Titanic. Voici un autre survivant du Titanic dont l'histoire, contrairement à celle de Masabumi Hosono, fut accueillie avec admiration plutôt qu'avec mépris. Richard Dick Williams faisait partie des nombreux passagers qui avaient embarqué sur le Titanic avec le rêve de commencer une nouvelle vie. Son objectif était de poursuivre une carrière dans le tennis à New York. Mais le destin en décida autrement lorsque le Titanic sombra tragiquement dans les eaux glacées de l'Atlantique. Au milieu du chaos, Williams se mit immédiatement à aider les autres, les aidant à monter dans les canots de sauvetage. Son altruisme, cependant, eut un prix. N'ayant plus d'autre option, lui et son compagnon de tennis, Carl Baer, durent sauter dans les eaux glacées de l'Atlantique. Heureusement, les deux hommes survécurent et furent finalement secourus par le canot de sauvetage numéro 14. Au lieu de laisser cette expérience de mort imminente briser son esprit, Williams l'utilisa comme un tournant dans sa vie. Plutôt que d'être hanté par la tragédie, il canalisa son énergie dans sa passion pour le tennis, qui devint un symbole d'espoir et de résilience pour lui. Dans les années qui suivirent, Williams ne se contenta pas de retourner sur les cours de tennis. Il excella,
remportant plusieurs championnats américains et décrochant même une médaille d'or aux Jeux olympiques. Numéro 4. L'homme foudroyé 7 fois. Être frappé par la foudre est souvent fatal, entraînant la paralysie ou la mort. Cependant, un homme a défié ses probabilités en survivant non pas à une, mais à 7 frappes de foudre. Avez-vous déjà entendu l'expression « la foudre ne frappe jamais 2 fois au même endroit » ? Eh bien, Roy C. Sullivan a prouvé qu'il existe des exceptions à cette règle. Son histoire commence en 1942, alors que Roy, travaillant comme garde forestier, se trouvait dans une tour de guet lorsqu'un orage éclata. La foudre frappa la tour et Roy perdit un ongle d'orteil, mais survécut miraculeusement. Avance rapide jusqu'en 1969. Roy conduisait son camion lorsqu'un nouvel éclair le frappa. Cette fois-ci, il perdit ses sourcils et perdit connaissance. Mais encore une fois, il survécut. L'année suivante, alors qu'il était dans son jardin, il fut frappé une 3e fois, ce qui lui laissa une épaule douloureuse. En 1972, la foudre le toucha encore alors qu'il était à l'intérieur d'un poste de garde forestier, mettant le feu à ses cheveux. Incroyablement, Roy fut frappé à nouveau en 1973, 1976 et enfin en 1977. Après 7 coups de foudre, difficile de dire si Roy était l'homme le plus chanceux ou le plus malchanceux du monde. Numéro 3, 127 heures. En 2003, Aaron Ralston, un aventurier expérimenté, entreprit une randonnée en solitaire dans le Blue John Canyon, dans l'Utah, sans se douter que ce voyage le pousserait aux limites extrêmes de son endurance mentale, émotionnelle et physique. En traversant un passage étroit du canyon, Ralston délogea accidentellement un rocher de 800 livres qui écrasa son avant-bras droit contre la paroi. Seul, avec des provisions limitées et aucun moyen d'appeler à l'aide, il se retrouva dans une situation désespérée. Pendant 5 jours d'agonie, Ralston tenta tout pour se libérer. Il rationna sa nourriture et son eau, allant jusqu'à boire sa propre urine lorsqu'il n'avait plus d'eau. Il essaya de tailler la roche et de construire des systèmes de poulies improvisés pour la déplacer, mais tous ses efforts furent vains. À mesure que les jours passaient, il commença à enregistrer des messages d'adieu pour sa famille, réalisant que ses chances de survie s'amenuisaient. Dans un acte de désespoir et de courage inouï, Ralston prit une décision déchirante. Il utilisa un couteau de poche émoussé pour s'amputer lui-même l'avant-bras et ainsi se libérer du rocher. Après cette épreuve atroce, il descendit en rappel un mur de 20 mètres et marcha plusieurs kilomètres avant de rencontrer une famille qui lui vint en aide et alerta les secours. Son histoire est l'un des récits de survie les plus incroyables, démontrant une volonté de vivre extraordinaire que peu de personnes pourraient imaginer posséder. Numéro 2. 60 heures sous l'Atlantique. Être piégé sous l'eau conduit généralement à une mort certaine. La pression écrasante, le froid glacial et l'absence d'oxygène rendent toute survie presque impossible. Pourtant, un homme a défié ses probabilités, non pas pendant quelques minutes, mais durant 3 jours entiers au fond de l'océan Atlantique. En 2013, Harrison Hawkins embarqua à bord du Jascon 4, un remorqueur opérant au large des côtes nigérianes. Une catastrophe survint lorsque le navire chavira. Tandis que la plupart des membres d'équipage périrent, le destin d'Harrison prit une tournure différente. Alors que le bateau sombrait, il trouva une poche d'air. Mais cette lueur d'espoir ne garantissait pas sa survie. Pendant 60 heures interminables, il resta dans l'obscurité totale, s'accrochant à cette minuscule bulle d'oxygène. Imaginez-vous dans une telle situation, plongé dans l'obscurité, ignorant combien de temps votre oxygène vous permettra de survivre et sans savoir si quelqu'un viendra vous secourir. Miraculeusement, après environ 60 heures sous l'eau, des secouristes localisèrent Harrison. Contre toute attente, il survécut près de 3 jours sous la surface de l'Atlantique. Numéro 1. L'homme foudroyé par un faisceau de particules. Les accélérateurs de particules sont des dispositifs sophistiqués qui explorent les mystères de notre univers. Ils émettent des flux de particules hautement énergétiques, sondant l'essence même de l'existence. Étant donné leur puissance immense, il est incroyable d'imaginer que quelqu'un puisse survivre à une exposition directe. Et pourtant, c'est précisément ce qui s'est produit. En 1978, Anatoly Bogorsky travaillait à l'Institut de physique des hautes énergies à Protvino, en Russie.
Ce qui commença comme une journée de travail ordinaire prit une tournure dramatique. En inspectant un appareil défectueux, il plaça involontairement sa tête directement sur la trajectoire d'un faisceau de protons. On pourrait penser que des protocoles de sécurité stricts auraient empêché un tel accident. Mais en un instant fatidique, il se retrouva face à une situation potentiellement mortelle. Imaginez être frappé par quelque chose des millions de fois plus puissant qu'une radiographie standard. Au lieu de ressentir de la douleur, Anatoly perçut un intense flash lumineux, une lueur qui, incroyablement, semblait provenir de son propre cerveau. Après l'incident, son visage enfla de manière spectaculaire, ressemblant à une grave brûlure solaire. Avec le temps, il développa une paralysie partielle du visage. Bien que cela fût un défi considérable, il échappa à une issue fatale. Aussi incroyable que cela puisse paraître, au fil des ans, Bugorski ne se contenta pas de survivre. Il continua à apporter des contributions significatives à son domaine. Sa passion pour la science resta inébranlable. Comment auriez-vous survécu dans ces situations? Faites-le nous savoir dans les commentaires. À la prochaine!